Alors, nous allons proposer des nouvelles pistes de réflexion. Nous avons vécu donc une belle introduction qui rappelle l'ADN et surtout les critères, les objectifs de cette chaire. Nous avons eu la conférence de Dominique Bourg. On le remercie encore sur ces réflexions et ces pistes qu'on a pu évoquer durant un échange de questions-réponses. Là, nouveau temps fort avec une table ronde qui va impliquer les élèves ingénieurs de l'INSA de Lyon. Je reviens donc sur notre tour de table. Amélie Berthe, ingénieure R&D à l'Institut de transition énergétique Supergrid, diplômée de l'INSA de Lyon. Co-fondatrice des collectifs Transition de l'établissement, membre de la pépinière de l'association Alumni et engagée dans la transition énergétique à l'Institut Supergrid. À ses côtés, Lucie Dumas, étudiante de l'INSA Lyon en 2e année, élue au conseil d'administration et engagée dans le comité de pilotage des DRS, donc développement durable et responsabilité sociétale. Et Nicolas Freud, chargé de mission évolution de la formation, ancien directeur du Centre des humanités à l'INSA de Lyon. Donc notre discussion porte encore et toujours sur le rôle et les compétences de l'ingénieur dans la transition écologique. Amélie Berthe, on va s'intéresser à vous et surtout toute cet investissement, cet engagement que vous tenez entre l'école, la formation et l'entreprise. Donc d'après vous, quel est le rôle spécifique de l'ingénieur en entreprise vis-à-vis de la transition écologique, maintenant que vous avez parcouru tout ce chemin, formation, entreprise ? Bien, pour introduire le propos, je pense que ça peut être intéressant peut-être déjà de base de donner la définition de l'ingénieur qui est donnée par la CTI. Donc je vous ai rapporté que je vais vous lire. C'est une petite définition qui est la suivante. Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature technologique et concrets et souvent complexes liés à la conception et à la réalisation, à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances technologiques d'une part, économiques, sociales et humaines d'autre part, résultant d'une solide culture scientifique. Je trouve que cette définition, notamment sa deuxième partie, montre tout à fait aussi le rôle que peut avoir l'ingénieur au sein d'une entreprise, de par le fait qu'il est à l'interface entre différentes parties prenantes de l'entreprise, et de par le fait qu'au sein de son écosystème, de son domaine de ses spécialités, il côtoie l'économie, les sciences sociales, les sciences humaines. Et la transition écologique, ça nécessite d'avoir une analyse systémique, d'avoir une analyse pluridisciplinaire. Et de par cette place de choix, eh bien, l'ingénieur peut aussi jouer un rôle, je dirais, de médiateur, de conciliateur ou de facilitateur d'actions qui permettent d'œuvrer à une transition écologique au sein même de son entreprise, mais au sein même aussi de son écosystème, de son domaine de spécialité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce rôle est respecté au sein de l'entreprise ? Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez l'impression de répondre à cette définition pleinement, sans avoir des critères économiques qui sont peut-être plus lourds ou certains critères qui sont un petit peu balayés, justement, ce côté un peu humaniste ? Alors, je pense que c'est une question qui est effectivement assez complexe. Moi, de mon ressenti et de mon expérience, je n'ai pas vraiment de limites et de freins, mais c'est peut-être aussi lié à ma personnalité aussi, d'essayer d'initier des actions. En fait, moi, je pense que ce qui est un frein en entreprise, ce n'est pas tant, on va dire, l'économie, mais c'est peut-être l'idée du nouveau, l'idée, on a parlé effectivement tout à l'heure un peu de, voilà, on va dire l'écologie n'est pas très glamour en fait quand on voit des chiffres, voilà, moins 70%, je ne sais plus sur quelle thématique c'était, mais c'est plutôt effectivement ce gros frein-là qui est de dire, mais vers quoi on va ? Il va falloir repenser le système économique, repenser le système aussi d'une entreprise. Donc je dirais que le plus gros frein, c'est peut-être de rendre l'écologie peut-être plus facile, peut-être pas plus glamour, c'est peut-être un petit peu fort, mais peut-être plus aisé. Je pense que l'ingénieur, de par cette place, peut aussi mettre autour d'une table les différentes parties prenantes de son entreprise et avoir des experts en fait qui permettent de dialoguer entre eux, de confronter des points de vue et d'avancer ensemble dans une même direction. Voilà, donc message peut-être aux entreprises de mieux recruter leurs ingénieurs ou peut-être aux élèves ingénieurs de se défendre et de choisir les bonnes écoles. D'où ma question sur la formation reçue à l'INSA. Est-ce qu'elle était aujourd'hui adaptée aux défis que vous rencontrez aujourd'hui au quotidien dans votre métier ? Est-ce que vous pensez que l'INSA vous a bien formé à être un ingénieur de la transition écologique ? Alors moi, je pense que l'INSA m'a donné effectivement, c'est la base en fait d'une école d'ingénieur, c'est de donner effectivement une solide culture scientifique. Je pense que peut-être le frein aujourd'hui que j'évoquais aussi en entreprise, c'est d'essayer de mettre autour d'une table différentes parties prenantes, d'essayer de les faire avancer ensemble. Peut-être qu'une compétence qui n'est peut-être pas suffisamment développée, c'est
comment être médiateur, comment être facilitateur. Néanmoins, je pense que ce sont des compétences qu'on peut aussi acquérir par le biais, par exemple, d'un engagement associatif qui est assez fort à l'INSA, qui est le premier BDE de France, donc qui donne aussi la possibilité de mieux comprendre quelles compétences on peut développer et d'être sur le terrain et de les développer aussi. Donc, moi, à titre personnel, je ne pense pas que être médiateur, médiateur entre différentes parties prenantes, c'est forcément de la théorie, c'est aussi, je dirais, beaucoup de la pratique. Et je pense que l'INSA, aujourd'hui, permet à ses étudiants d'avoir un engagement associatif fort. Peut-être qu'on pourrait aussi revoir peut-être certains formats de cours qui permettraient, non pas aujourd'hui, vous avez beaucoup de cours qui sont plutôt de la transmission, de la connaissance, au travers des cours magistraux, qui pourraient peut-être... un autre format qui permet d'aller vers la médiation de la connaissance et non pas vers la transmission. Ça pourrait aussi être une autre piste. Donc ça, effectivement, ce sont des idées à faire remonter à la chaire. Il y a un site dédié, je vous le rappellerai en fin d'intervention. Lucie, de votre côté, je le rappelle, vous êtes étudiante actuelle en 2e année. Quels sont, selon vous, les manques en termes de contenu et de pédagogie, tout simplement, pour que l'ingénieur puisse jouer un rôle actif dans la transition écologique? Parce que quand on parle des ingénieurs de demain, c'est vous, tout simplement. Déjà, c'est peut-être un peu trop près, non? Non, allez-y. Non. Très bien. Oui, qu'il y ait des temps dédiés. Enfin, là, par exemple, le Shift Project va venir vendredi, mais c'est sur les heures de cours. Donc, un étudiant ne peut pas choisir de louper ses cours pour assister à ça. Mais sinon, plus sérieusement, c'est un problème complexe. Donc, il faut, comme c'est fait pour les P2I, qu'il y ait plusieurs disciplines qui cohabitent. Pour nous permettre d'avoir une vision moins partielle du problème. J'ai eu il y avait notamment eu un projet Moru, comme ils l'appelaient, en première année, dans une classe, et à ce qui paraît, ils avaient tous bien aimé, où ils faisaient des prévisions alliées maths et informatique sur l'évolution en fonction de quand on aurait arrêté la chasse, si on aurait pu limiter l'extinction des morues. Voilà. Pourquoi est-ce que cet exercice a plu? Pourquoi est-ce que cette prise de réflexion a plu? Ça changeait de ce qui se fait d'habitude, c'est une étude de cas concret. Ah. Et ça manque peut-être un peu de concret des fois. Mais en même temps, et je parle pas intéressant, mal peut-être oui. D'une certaine manière, moi je n'ai pas connu les P2I, je commence à me sentir un petit peu vieille. Est-ce que ce format-là ne permet pas effectivement, de ce que je comprends de ce format, c'est un format, on va dire, très bottom-top, on va dire ça comme ça vous permet peut-être d'aller chercher les connaissances par vous-même et de comprendre le problème, peut-être plutôt qu'on vous transmette la connaissance pour résoudre un problème. Est-ce que c'est ça peut-être qui est intéressant dans ce format-là? Je pense, oui. Dominique Bourg, je vois que vous avez l'air d'être d'accord. Il faut plus de mise en application, effectivement, sur cette question qu'on pose aux élèves. Essayez d'analyser aussi votre programme pédagogique. Qu'est-ce que vous aimez dans ce qu'on teste, de ce qu'on essaye? Là, on voit, par exemple, les cas concrets plaisent. Est-ce que c'est comme ça qu'on va rendre l'écologie plus sexy, plus glamour? Peut-être j'en sais rien, mais la remettre dans notre contexte actuel de vie quotidienne et peut-être de chiffres clés, d'éléments qui nous parlent, plutôt que ces diagrammes? Tout à fait. Enfin, parce que déjà, de manière plus large, de façon pédagogique, le fait, à un moment donné, quand on commence à avoir certaines bases, de permettre aux gens d'aller chercher les connaissances, c'est quand même très formateur. Et on le fait de plus en plus. Ensuite, effectivement, la question des études de cas, alors surtout pour un ingénieur, pour former quelqu'un à l'écologie, c'est sans doute, si j'ose dire, le jeu idéal, quoi. Parce que là, on exerce ses compétences, on les améliore, on voit à quel point on peut appliquer ce qu'on a appris à un cas bien particulier, effectivement. Et puis, il y a aussi peut-être cette prise de responsabilité. On a un rôle dans le monde qui nous entoure, on comprend ces chiffres clés et on voit que par notre métier, on peut peut-être intervenir et faire changer les chiffres. Alors, justement, Lucie, qu'est-ce que vous pourriez attendre clairement de l'INSA? Qu'est-ce que vous pouvez défendre comme idée dans la chaire? Qu'est-ce que vous attendez d'une école qui vous forme? C'est un peu compliqué comme question, mais on attend qu'il nous ouvre un peu au monde, à ce qui se passe. Après aussi, ceux qui arrivent maintenant sont déjà plus formés
notamment avec l'enseignement scientifique au lycée, ils ont déjà eu... plus aguerris, plus ouverts. Oui, voilà. Ils ont déjà plus eu une formation sur les problèmes. Et du coup, ils aimeraient bien... ceux qui sortaient aussi de la fraise du climat qu'on faisait aux premières années, être plus tournés vers les solutions, vers ce qui serait possible. Dire que oui, il y a des problèmes, les comprendre, mais aussi comment est-ce qu'on pourrait les solutionner. Ne pas faire que de la théorie, mais vraiment de la mise en application, trouver des vraies solutions, y avancer comme tel. Merci beaucoup, Lucie, en tout cas, de jouer le jeu avec nous ce soir. Enfin, Nicolas Freud, donc vous êtes chargé de mission évolution de la formation, sacré job, évolution de la formation. Tout repose, donc toute cette réflexion repose aussi sur vos épaules. Alors justement, comment est-ce que l'INSA va-t-elle relever les défis socio-écologiques à travers le chantier d'évolution de sa formation ? Bigre, mes épaules, je m'enfonce un peu. Oui, l'INSA s'est lancé dans un vaste chantier d'évolution de la formation sur 2 volets. Donc le volet socio-écologique, on parle de DDRS, développement durable et responsabilité sociétale. Puis un autre volet qui est sur le numérique, qui n'est pas sans lien avec les enjeux socio-écologiques. On en a parlé. Alors, en fait, ce qui est très favorable, c'est que l'établissement s'est doté d'une feuille de route politique pour faire évoluer sa formation et introduire ces enjeux-là. Donc, notre conseil d'administration a voté un texte qui nous donne un cap. Et donc, alors je peux vous donner les principaux éléments sur le fond de dans quelle direction on veut avancer. Sur le fond, on voudrait d'abord que 100% de nos étudiants reçoivent une formation sur les enjeux socio-écologiques. D'abord, premier élément, qu'ils soient en mesure de comprendre en profondeur ce qui est en train de se jouer en termes d'impact des activités humaines sur l'environnement. Alors, mon interprétation, je vais le reformuler avec mes mots, c'est que nos étudiants puissent comprendre les limites planétaires dont on a parlé, puissent comprendre non seulement les enjeux du climat et de l'énergie, parce qu'on focalise beaucoup là-dessus, mais il y a également les enjeux de l'effondrement du vivant. Et puis tout est lié, c'est aussi lié aux ressources, c'est aussi lié à des enjeux sociaux, des enjeux de gouvernance. Donc on a parlé beaucoup d'analyse systémique, de compréhension systémique. Donc on voudrait vraiment que nos étudiants prennent la mesure de ce qui se joue en ce moment d'un point de vue systémique. Donc premier objectif de compréhension. Après, une fois qu'on a fait les constats nécessaires, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion en termes de choses à résoudre ? Et là, on voudrait leur renseigner justement les enjeux qui découlent de ces différents constats. Là encore, peut-être une interprétation possible, c'est qu'on est face à un problème qui n'est pas que technique. Et donc, ça nous semble vraiment particulièrement important que les étudiants voient non seulement le problème posé d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue social, sociétal. Et que du coup, ils soient amenés à réfléchir à ce que ça pose en termes d'inégalité, en termes de gouvernance, en termes d'économie, en termes de politique. Et puis, peut-être le troisième grand objectif, c'est de doter nos étudiants de capacités d'action. Parce qu'une fois qu'on a bien compris où sont les problèmes à résoudre, il faut pouvoir faire quelque chose. Et donc ça nous semble particulièrement important de montrer à nos étudiants qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de leviers possibles, et qu'il y a plein d'endroits où on peut agir, on peut apporter au moins des éléments de solution, des morceaux de solution, et puis qu'il y a un travail collectif pour construire ces solutions. Voilà. Alors peut-être plus concrètement, une fois que j'ai donné ces 3 grands objectifs, plus concrètement, on va modifier nos enseignements, on va créer des nouveaux enseignements dédiés aux enjeux socio-écologiques. On va aussi introduire des aspects des DRS, développement durable et responsabilité sociétale, dans les enseignements existants, de maths, de physique, de chimie, etc., toutes les disciplines d'ingénierie. Quelque part, c'est modeste, hein, ça représente 10% du volume d'enseignement qui va être sur ces aspects socio-écologiques. Plus concrètement, on va aborder du coup dans un socle commun qu'on a défini l'année dernière, on va aborder des thématiques autour de l'anthropocène, des limites planétaires, du climat, de l'énergie, des ressources, du vivant, des leviers d'action, une réflexion sur les trajectoires, les futurs possibles, souhaitables.
On a bien identifié qu'il fallait développer des compétences nouvelles, au-delà des thématiques. L'analyse systémique, ça a été évoqué. L'anticipation, la prospective, la stratégie, peut-être davantage de compétences en termes de réflexion sur le plan éthique. Voilà, donc là on est en train de construire les contenus associés à ces différentes thématiques pour développer ces compétences. Et puis maintenant, peut-être pour évoquer ce que ça redessine comme figure de l'ingénieur, on parlait beaucoup du renouvellement du modèle de l'ingénieur INSA. C'est ce que j'allais vous dire, quel sera le visage de l'ingénieur INSA demain? Il sera différent beaucoup de choses ont été peut-être dites, d'autres mais écoles. J'aurais envie d'insister sur l'importance du socle scientifique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris réellement l'ampleur du constat, budget carbone restant, là, pour rester sous les 2 degrés, il sera épuisé en peu d'années. Donc ça nous donne des contraintes physiques très très fortes sur les trajectoires acceptables pour maintenir un niveau d'habitabilité qu'on peut souhaiter pour la planète. Et donc ce socle scientifique et technique, il est vraiment essentiel. Et après, quelque part, il faut viser une forme de cohérence, c'est-à-dire ne pas être dans la dissonance cognitive comme on l'a été peut-être trop longtemps, et essayer d'aligner les comportements, les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour qu'elles soient cohérentes avec le constat. Alors ça, c'est un élément, le socle scientifique et technique. Peut-être un deuxième élément, c'est de sortir du solutionnisme, ne pas penser que c'est un problème purement technique, et donc travailler aussi sur les enjeux sociaux, sur les enjeux politiques pour partie, peut-être mieux les former du coup à ces aspects sociaux, mieux les former aux aspects du vivant. C'est peut-être un point aveugle qu'on a dans notre formation. C'est pas d'ailleurs totalement étranger l'un vis-à-vis de l'autre, le vivant, les aspects sociaux. C'est une autre façon de raisonner qui, je pense, est particulièrement importante pour l'ingénieur. Un autre point important, c'est de considérer que l'ingénieur va être une force de transformation des organisations, là où il va travailler, dans les entreprises, ou quel que soit le type d'organisation dans lesquelles il va travailler, puisque c'est les organisations qui transforment le monde. Et puis, j'aurais envie d'évoquer peut-être un dernier point qui a été aussi mentionné, c'est, Amélie notamment, tu parlais du rôle de médiation. L'ingénieur est un acteur parmi un réseau de parties prenantes. Et ce qui est important, c'est l'intelligence collective pour construire des solutions en termes de collectif, d'organisation. Et un point qui me semble particulièrement aussi sensible, sur lequel on n'a pas encore beaucoup réfléchi, c'est de résister à la tentation d'un ingénieur expert qui pourrait avoir envie de, quelque part, un peu imposer ses solutions. Et ça, me semble-t-il, en termes de démocratie, ça crée de la défiance, en fait. Donc, un ingénieur qui se positionne plutôt comme une voix, qui fait entendre sa voix, son expertise, mais qui propose cette voix dans une réflexion collective pour parvenir à une délibération qui fasse sens et qui soit en mesure de susciter l'adhésion d'une grande partie de la société. Ouais, dans le respect de la transversalité des compétences, de rester aussi à sa place, comme on disait, ce Dieu tout-puissant, d'être peut-être un peu modeste. Alors, on a vu pas mal de choses ce soir pour justement arriver vers la sortie, vers peut-être non pas une conclusion, mais peut-être les dernières idées clés qu'on peut retenir de M. Bourg. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette fonction de l'ingénieur? D'après vous, clairement, quelle doit être, selon vous, donc la fonction de l'ingénieur pour accompagner le changement dans le contexte de transition et d'urgence écologique? Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, les pistes de nos ingénieurs, de nos formateurs, de nos responsables encadrants, pour vous, quel est son rôle? En entendant ce que j'entends, je dirais que justement, je reprendrais bien l'idée du médiateur, mais c'est celui qui doit arriver à faire la médiation, si vous voulez, entre un background scientifique qu'il est censé maîtriser,
qui va inclure des aspects scientifiques qu'il ne connaît pas. J'ai beaucoup apprécié, comme vous avez dit, très important aussi que nos ingénieurs aient une formation sur le vivant. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les dernières décennies, franchement, ça n'a pas été le cas et ça se voit. Et donc, à partir de là, il peut faire une espèce de médiation entre, si vous voulez, les contraintes, les désirs de justice, et puis sa boîte à outils. Et du coup, il peut peut-être éclairer les choix de la société. Et ça, c'est une assez jolie fonction. Parce que s'il a vraiment, et ça semble être le cas dans votre école, s'il a un peu cette double culture, et s'il est un peu ouvert, si vous voulez, au reste, et au vivant et au social, vous avez insisté sur les deux, ben, il peut jouer ce rôle de médiation que vous avez décrit tout à l'heure. Ça, je pense que c'est une jolie fonction. Il va être un peu à l'interface des différentes compétences. Donc sur quoi le nouveau chantier doit vraiment se baser? Sur quoi il doit mettre l'accent? Et qu'il manque cruellement aux ingénieurs aujourd'hui? Alors, ça leur manque moins, si vous voulez. C'est-à-dire, l'ingénieur très classique, je sais pas moi, l'ingénieur mécanicien d'autrefois, il était totalement en silo. Et ce qui est important, c'est que l'ingénieur d'aujourd'hui, au moins, il connaisse différents silos et qu'il arrive déjà à faire la médiation entre les silos. C'est déjà pas mal, parce que notre société, elle crève de ces silos. Et en général, l'université a répondu en augmentant les silos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites votre thèse sur un micro-truc. Alors, c'est important parfois de faire une thèse sur un micro-truc, mais si vous n'avez pas des thèses qui peuvent relier ça, ben c'est gênant. Et donc, l'ingénieur, c'est quelqu'un dont la fonction, peut-être c'est là, c'est la fonction d'un médiateur, quelqu'un qui va réussir à réunir des domaines différents sur la base scientifique et technique qu'il possède bien, mais il faut qu'il ait l'ouverture au reste, sinon il ne pourra pas faire la médiation. Ce serait peut-être une jolie fonction de l'ingénieur d'aujourd'hui. Donc ingénieur médiateur en action et non pas philosophe en action. Ce serait peut-être le mot-clé qu'on va trouver. En tout cas, merci beaucoup à tous pour toutes ces réflexions. Bien évidemment, je sais qu'il y a encore plein de questions, plein de choses, parce que c'est un thème qui interpelle. Cette chaire est faite pour ça. Alors justement, si vous voulez retrouver les pistes de réflexion, n'hésitez pas à regarder le replay Zoom ou sur la chaîne YouTube de l'INSA. Vous avez également donc tous les enjeux, les objectifs de la chaire sur chaire.insa-lyon.fr. Et vous taperez ensuite chaire institutionnelle alumni INSA Lyon. Mais déjà, vous allez pouvoir vous y retrouver sur chaire.insa-lyon. Et ensuite, bien évidemment, engagez-vous, que ce soit le personnel, les étudiants, les élèves ingénieurs, les anciens, les nouveaux. Cette chaire est faite pour vous. Merci encore à tous pour votre attention et surtout merci à Dominique Bourg d'être venu échanger ses idées, nous apporter un éclairage sur ce monde et surtout sur le rôle des ingénieurs de demain. Passez une bonne soirée à tous et puis à très bientôt sur le replay pour ceux qui nous regardent en ligne. Merci à tous. Might not be charming, might not be soft skin. Right now me looking